Bonjour chers élèves. Troisième semaine de confinement à cause de ce fichu coronavirus. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous allons faire un petit peu de physique quantique. La physique quantique, c'est une physique complètement déstabilisante, contre-intuitive, née à la fin du 19e, début 20e siècle. On peut citer par exemple Bohr, prix Nobel de physique en 1922 pour sa structure de l'atome, qui dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ». Ça met les points sur les i. Richard Feynman, un Américain, prix Nobel en 1965 pour ses travaux sur l'électrodynamique quantique, un des plus grands physiciens du XXe siècle, dit « Je pense pouvoir dire, sans me tromper, que personne ne comprend la mécanique quantique ». Alors, justement, un des fondements de la mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Pour Richard Feynman, c'est un des plus grands mystères de la physique. Alors je me propose dans cette vidéo de tenter de vous en expliquer les principes. Mais si on en croit Feynman, à la fin de cette vidéo, si j'ai bien fait mon boulot, vous ne comprendrez plus rien. Alors, cette dualité onde-corpuscule, elle concerne tout d'abord dans un premier temps la lumière. En moins 400 avant Jésus-Christ, les atomistes, dont vous connaissez certainement Démocrite, son représentant le plus connu, l'inventeur de l'atome, atomos, qui veut dire insécable, son maître, Leucippe, élabore une théorie de la vision assez originale. Lorsqu'on regarde un objet, eh bien, il faut imaginer qu'il y a une réplique de cet objet qui s'en détache et qui parvient à notre œil. C'est ça qui nous permet de voir l'objet. Cette réplique qui s'en détache s'appelle un simulacre. Et on peut considérer que c'est une des premières théories corpusculaires de la lumière. Un petit peu avant, un mathématicien très connu, Pythagore, lui, il est adepte d'une autre théorie. Quand on regarde un objet, on a un feu visuel intérieur qui part de notre œil et qui se dirige vers cet objet. Alors ça c'est original, hein? La lumière, elle part de l'œil. Un de ses plus ardents défenseurs, c'est le mathématicien Euclide, en moins 300 avant Jésus-Christ, qui écrit un traité d'optique dans lequel, grâce à ce cône dont le sommet est l'œil, il parvient à expliquer le phénomène de réflexion. Alors, l'étude des phénomènes de réflexion et de réfraction, ça va être un petit peu le point de départ des nouvelles théories corpusculaires et ondulatoires qui vont venir. La réflexion de la lumière, tout le monde sait ce que c'est. La réfraction, peut-être un peu moins. C'est le fait pour un rayon de lumière d'être dévié lorsqu'il passe d'un milieu à un autre. Par exemple, la lumière, lorsqu'elle passe de l'air à l'eau ou de l'eau à l'air, elle est déviée. C'est ce qui donne par exemple l'illusion de cette paille cassée. C'est aussi ce qui fait qu'un pêcheur a l'impression que les poissons sont plus près de la surface de l'eau qu'ils ne le sont en réalité. Alors il semblerait que la théorie de la réfraction, elle a été mathématisée la première fois en 1621 par le physicien néerlandais Snell. Mais il n'aurait pas publié ses résultats. En 1637, le physicien, mathématicien, philosophe français René Descartes publie dans son traité La dioptrique la loi qu'on appelle depuis la loi de Snell-Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, loi que vous avez certainement étudiée en classe de seconde. Alors, si cette loi des sinus explique parfaitement ce que l'on observe expérimentalement d'un point de vue géométrique, elle ne dit rien sur la nature de cette déviation. Descartes va faire une proposition assez alambiquée. Il va faire une analogie avec le jeu de paume. En effet, quand on jette une balle de ce jeu dans l'eau, on observe que la trajectoire de cette balle s'écarte de la perpendiculaire à la surface. Descartes fait l'hypothèse suivante que la composante de la vitesse parallèle à la surface de l'eau reste constante. Et il parvient à expliquer le mouvement de la balle. Il applique ensuite ce même principe
à la lumière qui pénètre dans l'eau. Alors on voit bien que c'est une première ébauche d'une vision particulière de la lumière. Malgré tout, elle pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on parle de vitesse. Or, pour Descartes, la vitesse de la lumière, s'il y en a une, elle est infinie. Pour lui, la lumière se déplace instantanément. Galilée a bien tenté, il y a quelques années, de déterminer expérimentalement une vitesse de la lumière, mais il n'y est pas parvenu. Donc Descartes fait partie des personnes qui pensent que la lumière se déplace de façon instantanée. Alors pour pallier à cette première difficulté, il ne va pas parler de vitesse de la lumière, mais de facilité de pénétration dans un milieu. La deuxième difficulté, c'est que la lumière, contrairement à la balle, lorsqu'elle pénètre dans l'eau, elle se rapproche de la perpendiculaire, elle ne s'en écarte pas. Donc ça voudrait dire qu'elle pénètre plus facilement dans l'eau, qui est un milieu dense, que dans l'air. Le contraire de la balle. Alors on voit bien que ces deux difficultés posent problème. Le premier à prendre le contre-pied de cette théorie, c'est le physicien français Pierre de Fermat. En 1657, il énonce le principe suivant. Le trajet parcouru par la lumière entre deux points, c'est toujours celui qui optimise le temps de parcours. Il parle de temps de parcours, on voit bien que pour lui, la lumière a une vitesse. Il fait l'hypothèse suivante. La lumière se déplace plus lentement dans l'eau que dans l'air. Alors on voit bien que c'est en totale contradiction avec la facilité de pénétration dans l'eau de la lumière énoncée par Descartes. Deux visions s'affrontent. Alors ce principe de Fermat, il a un énorme succès parce qu'il permet très facilement de retrouver mathématiquement la loi des sinus. Une dizaine d'années se passent, nous sommes en 1665 et un prêtre catholique italien, physicien à ses heures, va faire une expérience qui va s'avérer très intéressante pour la suite de notre histoire. Il remarque la chose suivante. Quand on fait passer de la lumière à travers un trou, on obtient une tache centrale. Mais si on diminue la taille de ce trou, eh bien on s'aperçoit que cette tache est déformée. Et on obtient cette fois des cercles lumineux qui entourent cette tache centrale. Il nomme ce phénomène diffraction. Alors à noter qu'on a fait cette expérience en classe de terminale, mais on l'a fait plutôt avec une fente. Et on obtient le même résultat. Une tache centrale qui s'élargit au fur et à mesure qu'on diminue la taille de la fente. Alors Grimaldi il a une interprétation. Il pense que la lumière est une sorte de fluide en mouvement ondulatoire rapide. Alors cette idée n'est pas saugrenue, parce qu'on sait à cette époque que l'eau, et en particulier les ondes marines, sont déformées au voisinage d'un obstacle. Donc il semble logique que la lumière soit elle aussi une sorte de fluide dans lequel se propagerait une onde. Alors on voit bien qu'en cette fin de XVIIe siècle, toutes les conditions sont là pour que naisse une des premières théories ondulatoires de la lumière. C'est le physicien néerlandais Christian Huygens qui s'y colle. En 1678, il propose la chose suivante. Chaque point qui est atteint par la lumière devient une sorte de source d'ondes sphériques. Et la somme de toutes ces ondes secondaires détermine la forme de l'onde résultante en n'importe quel point de l'espace et à n'importe quel moment. En 1690, dans son traité de la lumière, il formalise totalement cette théorie ondulatoire et la lumière devient une onde. Alors ok, c'est une onde, mais les ondes qu'on connaît jusqu'à là, ce sont des perturbations qui se propagent dans un milieu matériel. Par exemple, le son, c'est une onde qu'on identifiera un petit peu plus tard comme une onde de pression qui se propage dans l'air, dans l'eau, dans un milieu. La houle, c'est une déformation de la mer qui se propage dans l'eau. Alors qu'en est-il pour la lumière? Dans quoi se propage-t-elle? Dans quel milieu? Eh bien, ce milieu, on le connaît depuis très très longtemps.
c'est ce qu'on appelle l'éther. Alors je vous invite à regarder mes vidéos précédentes, 1905, l'année miraculeuse de Einstein, ou alors l'expérience de Michelson et Morley, dans laquelle je développe un peu plus cette notion d'éther. L'éther, c'est un milieu dont Platon parlait déjà il y a un peu plus de 2000 ans. Il emplit tout l'espace, il s'insinue dans tous les matériaux, il est invisible, transparent, élastique. C'est le milieu dans lequel se déplacent les planètes, les étoiles, tous les astres de l'univers. Et pour Huygens, la lumière, ça serait une vibration de cet éther. Huygens va faire sienne l'hypothèse de Fermat, à savoir que la lumière va moins vite dans l'eau que dans l'air. Et à partir de là, sa théorie ondulatoire va lui permettre de retrouver la loi du sinus, la loi de Snell-Descartes. Alors c'est un grand succès. Elle va même lui permettre de donner un début d'explication à ces expériences mystérieuses de diffraction faites par Grimaldi. Les ondelettes qui se formeraient à la surface du trou permettraient d'expliquer cette déformation de la tache centrale. Huygens, il n'a pas eu de bol. Car à peu près à la même époque, l'immense Isaac Newton, géant parmi les géants, prend le parti de Descartes et développe une théorie corpusculaire de la lumière. Alors Newton, c'est pas n'importe qui, c'est le plus grand mathématicien, le plus grand physicien de l'époque. Il vient de publier en 1687 ses principes mathématiques de la philosophie naturelle, dans lequel il a exposé ces 3 lois du mouvement que vous avez étudiées en classe de terminale, la loi de la gravitation universelle qui explique le mouvement des planètes et qui permet de retrouver les 3 lois de Kepler. Bref, en physique, c'est un dieu. Alors pour lui, la lumière elle est faite de grains qui ont des masses différentes. Ces différentes masses d'ailleurs sont responsables des sensations sur notre rétine et donnent naissance aux couleurs. Ces couleurs, il vient de les faire apparaître dans la lumière blanche en décomposant la lumière blanche à l'aide d'un prisme. Une très belle expérience. Alors il prend le parti de Descartes et pour lui, ces grains de lumière sont effectivement accélérés en pénétrant dans l'eau, ce qui explique le phénomène de réfraction. La cause de cette accélération, ça serait une force attractive de la matière envers ces grains de lumière qui ont une masse. L'eau étant plus dense que l'air, cette force attractive serait plus importante dans l'eau que dans l'air, ce qui expliquerait l'accélération. Alors autant dire que la théorie de Newton écrase complètement dans l'œuf la théorie ondulatoire de Huygens. Et il va falloir attendre environ 120 ans pour que des physiciens aient le courage de remettre en question la parole de Newton. Et ça n'a pas été facile. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo.